Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite dès à présent à commenter et à partager, sans oublier bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Au programme de ce journal, la pression s'accentue sur la vaccination. Alors que la campagne a considérablement ralenti, les pouvoirs publics laissent entrevoir une possible coercition pour forcer la main des réfractaires, un plan bien rodé. Également au sommaire, une nouvelle réforme du baccalauréat. Après avoir déstructuré le plus célèbre des examens français, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite aller encore plus loin. Et puis nous terminerons par une page internationale avec le retour sur scène de Donald Trump. L'ancien président des États-Unis était dans l'Ohio samedi, l'occasion de se lancer dans la campagne des élections de mi-mandat. Et pour commencer, on revient donc sur la campagne vaccinale. Alors que le gouvernement se vante de son organisation, le rythme des piqûres ralentit et les volontaires sont moins nombreux, de quoi prévoir un nouveau coup de force du gouvernement. Un plateau. Cette fois, ce n'est pas celui de l'épidémie, mais celui de la vaccination. En effet, le nombre de personnes vaccinées se stabilise et les volontaires ne se bousculent plus au portillon des vaccinodromes. En tout, près de 22 millions de Français ont reçu toutes les doses de produits dits vaccinaux depuis le début de la campagne. Si l'on observe le total de ceux qui ont reçu au moins une dose, on monte à près de 33,5 millions. Mais attention, on aurait tendance à cumuler ces deux chiffres à tort. En réalité, le plus significatif à observer reste celui des personnes ayant reçu au moins une piqûre, puisque l'on peut considérer qu'elles recevront la deuxième à un moment donné et qu'elles seront donc comptabilisées incessamment par les pouvoirs publics comme vaccinées contre le Covid-19. Ce sont d'ailleurs les deuxièmes injections qui progressent le plus à ce stade. L'ouverture de la vaccination à tous a eu son effet pendant quelques jours, mais les intéressés ont déjà franchi le pas. Depuis, ça ronronne. Et c'est bien ce qui inquiète le gouvernement qui voudrait voir tout le monde y passer. Pour y parvenir, tout porte donc à croire que d'autres méthodes d'incitation plus ou moins coercitives vont se mettre en place. En premier lieu, le matraquage permanent sur les nouveaux variants, lesquels changent de nom, permettant ainsi de donner une impression de nombre beaucoup plus important. Le variant indien est ainsi devenu le variant Delta, puis est né le Delta+. Les commentateurs de plateau télé insistent sur leur progression en permanence. Pourtant, l'évolution est tout ce qu'il y a de plus logique. Quand un variant apparaît, il se développe au détriment des autres. Il y a donc un effet de vase communicant. Par ailleurs, comme depuis le début de la crise, l'exécutif agite les menaces des variants sans jamais aller jusqu'à fermer les frontières. Pourtant, meilleur moyen de les empêcher de proliférer sur le territoire. Systématiquement présentés comme plus dangereux ou plus contagieux que les précédents, les nouveaux variants sont systématiquement source d'angoisse. Une angoisse qui pousse à la vaccination alors même que l'efficacité de cette dernière sur les variants est précisément plus difficile à estimer. À plus forte raison que si l'on en croit le professeur Didier Raoult, de plus en plus de personnes contaminées par le Covid-19 seraient vaccinées, y compris parmi les patients en réanimation. Problème, il y a de fortes chances que l'IHU Méditerranée soit le seul à tenir ce genre de comptabilité. En effet, incapable de fournir des masques et des tests au début de la crise, puis très à la traîne sur le séquençage génomique, le gouvernement français a toutes les chances de ne pas dissocier les futurs malades vaccinés et non vaccinés. À plus forte raison que l'opération n'ira pas forcément dans le sens de son unique stratégie reposant sur le vaccin, loin s'en faut. Ainsi, il est fort probable qu'une résurgence épidémique à la rentrée, si elle a lieu, soit mise sur le compte des méchants non vaccinés, dépourvus de cynisme, etc., pour les faire basculer, le tout en faisant l'impasse sur le taux de malades bel et bien vaccinés. En guise de prémisse, les pressions sur le personnel soignant sont une bonne illustration. En effet, de plus en plus de voix médiatiques s'insurgent pour rendre obligatoire la vaccination du personnel de santé, y compris chez les jeunes, malgré leur peu de risques de contracter une forme sévère du Covid-19. Dans la même lignée de coercition, les ballons d'essai autour de la possibilité de rendre payants les dépistages. En effet, dans le cadre de la mise en place du passeport sanitaire, comprenant à la fois la vaccination mais aussi les tests PCR, le gouvernement considère que trop de Français multiplient les dépistages pour éviter d'être vaccinés. Une attitude qui a bien un surcoût pour la sécurité sociale, mais qui garantit aussi l'absence d'obligation vaccinale pour laquelle s'était engagé oralement Emmanuel Macron. L'idée de rendre payants les tests à cet instant T est bel et bien une façon de tordre le bras aux Français pour les inciter
à la vaccination. Une attitude qui deviendra compliquée à gérer pour le gouvernement si l'efficacité des vaccins devient remise en cause par la majorité, au gré des divers variants du virus. Pour autant, l'exécutif ayant fait le choix de ne miser que sur la vaccination pour la sortie de crise, en excluant de facto la recherche sur certains potentiels traitements, il ne pourra que poursuivre et persister dans ce qui ressemble à une grande fuite en avant vers un inconnu sanitaire. La nouvelle formule du baccalauréat a déjà fait long feu. Alors que l'examen revisité par Jean-Michel Blanquer vit une première édition compliquée, le ministre de l'Éducation nationale souhaite déjà le modifier pour renforcer une fois de plus le contrôle continu. Explication avec Thibaut Bastide. À peine réformé, déjà modifié, lundi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir aux organisations syndicales qu'il souhaitait encore peaufiner sa copie du baccalauréat nouvelle formule. Alors que la dernière mouture de l'examen connaît une première édition compliquée tant par l'incohérence de sa structure que par les bouleversements liés à la crise sanitaire, le ministre de la rue de Grenelle veut donc de nouveau ajuster un examen du baccalauréat qui n'en a plus que le nom. En effet, après avoir détricoté tout ce qui faisait le baccalauréat pour intégrer les notes du contrôle continu dans la note finale, Jean-Michel Blanquer souhaite poursuivre dans cette direction. Selon les explications du ministère, il s'agirait de consolider le baccalauréat dans sa formule actuelle, en passant d'une logique d'évaluation commune à une logique de contrôle continu, plein et entier. Le tout sans toucher à la répartition du bac nouvelle formule entre épreuve terminale qui compte pour 60% de la note finale et le contrôle continu pour 40%. Vous ne comprenez pas le projet, c'est normal, c'est incompréhensible. Malgré tout, Anne Coffinier a tenté de nous expliquer plus clairement la volonté du ministre Blanquer. Ce qui est certain, c'est qu'on sort de 2 années où la réforme Blanquer n'a pas pu être mise en œuvre en raison de la situation du Covid. Et que, alors que cette réforme n'a jamais été mise en œuvre, on est déjà à faire une réforme de la réforme. Tout ça pour augmenter le contrôle continu, c'est-à-dire en fait tuer le bac. Donc on va avoir un bac qui est mort, et dont il restera l'enveloppe extérieure. On aura un bac avec le contenant sans contenu. Surtout que le système actuellement, c'est Parcoursup. Et Parcoursup fonctionne sur les notes qui sont données tout au long de l'année. Et comme ces notes sont littéralement enflées, victimes d'une inflation délirante, tout le monde a des notes extraordinaires. Et donc en fait, c'est une arnaque contre les bons, contre les meilleurs, qui ne peuvent plus être repérés par le système. Donc, ils sont noyés dans les médiocres ou ceux qui ont vraiment des difficultés. Et du coup, les gens qui pourraient s'en sortir par leur niveau propre sont perdus, sont invisibles. Plus de devoirs sur table et des notes uniquement basées sur le livret scolaire, de quoi contrarier les organisations syndicales alors que les évaluations communes, mises en place en 2018, étaient là pour calmer leur opposition. Ces derniers crient déjà au risque d'accroissement des inégalités entre élèves et entre établissements. Et comme à chaque fois, le résultat est le même, c'est le niveau qui devrait encore chuter, comme nous le confirme Anne Coffinier. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on modifie les notes. Il y a une sorte de grande tambouille. Et là, actuellement, justement, les professeurs reçoivent des instructions pour faire la tambouille du bac de cette année. Il y a une immense tambouille qu'on appelle pudiquement les sous-comités d'harmonisation. Et dans cette immense tambouille, tout est mélangé. Plus aucune note ne veut dire quoi que ce soit. Cette tambouille est même faite sans les professeurs qui ont fait les notes des élèves. C'est-à-dire que ça devient une réalité purement administrative et politique. Le problème est parti du moment où le ministre Jean-Pierre Chevènement a dit que 80%, c'était en 1985, que 80% d'une classe d'âge devait avoir le niveau bac. À partir du moment où on a donné cet objectif tout à fait gosse-plan, tout à fait soviétique, alors on a donné pour but au système d'amener 80%, c'est-à-dire quasiment tout le monde au succès du bac. Et donc, de manière conséquente, on a baissé les exigences pour qu'on puisse atteindre cet objectif fixé par le politique. C'est absurde puisque un examen, c'est fait pour être sélectif. À partir du moment où l'examen n'est plus sélectif, il n'a plus lieu d'être. Donc encore une fois, là on est placé face à un choix qui est simple. On supprime complètement le bac, soit on passe à un système où on supprime complètement le contrôle continu et on refait un bac qui est sélectif. Le ministère de la rue de Grenelle a beau assurer que le baccalauréat 2022 continuera de marcher sur ses 2 jambes selon ses propres termes. Difficile de lui donner raison tant l'examen a déjà perdu de sa saveur. D'ailleurs, il ne s'agit plus réellement d'un examen au vu du bouleversement opéré dans le but de permettre aux professeurs d'ajuster leur notation afin de ne pas risquer de voir le taux de réussite baisser en flèche. Quoi qu'il en soit, les propositions du ministère seront étudiées par les organisations
organisations syndicales dans le cadre d'un conseil supérieur de l'éducation le 8 juillet prochain et on peut d'ores et déjà leur attribuer la mention médiocre. Donald Trump de retour dans l'arène. 5 mois après son départ de la Maison-Blanche, l'ancien président a tenu son premier grand meeting dans l'Ohio avec un objectif, les élections de mi-mandat. Décryptage, Thibaut Bastide. C'est un retour en fanfare pour Donald Trump. Samedi, l'ancien président des États-Unis s'est présenté devant ses partisans 5 mois après son départ de la Maison-Blanche. Lors de ce meeting dans l'Ohio, un État qui a été fidèle aux républicains lors de la dernière élection présidentielle, Donald Trump a donc renoué avec tous les codes de ces rendez-vous qu'il affectionne tout particulièrement. Un discours énergique d'1h30 lors duquel il a galvanisé ses supporters. Dès l'introduction, l'ancien président a annoncé qu'il s'agissait du premier meeting de l'élection de mi-mandat de novembre 2022 avec un objectif, reprendre la Chambre des représentants et le Sénat tombé aux mains des démocrates grâce à la vice-présidente Kamala Harris. Sur le fond, Donald Trump a abordé tous ses thèmes de prédilection en dressant le portrait d'une Amérique courant à sa perte sous son successeur Joe Biden, tout en répétant que l'élection présidentielle lui avait été volée par les démocrates en 2020. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you. Thank you very much. De quoi déclencher l'adhésion de la foule présente à Wellington, près de la ville industrielle de Cleveland. I'm here to support the 45th president who should have been still there, and just to stand behind him. He's fighting for us, so we're fighting back for him. I'm here to see our rightful president that actually won this election, and I just want to hear what he has to say. Un soutien sans faille pour Donald Trump alors qu'initialement l'ancien président était présent pour soutenir un candidat républicain au Congrès, Max Miller, ou plutôt en descendre un autre, Anthony Gonzalez, l'un des 10 républicains de la Chambre, qui a voté pour la mise en accusation de Donald Trump après les événements du Capitole en janvier dernier. Un ancien président actif en soutien de ses petits camarades républicains, le plan idéal selon Gérald Olivier, spécialiste des États-Unis. Il a beaucoup plus intérêt, et d'ailleurs il le fait, de rester actif à travers des meetings de campagne, en soutenant des candidats au Congrès comme il le fait, et en commentant comme il l'a fait cette semaine sur la rencontre entre Poutine et Biden. Là, c'est son rôle. Et il a beaucoup plus de rôle à jouer, et il le joue d'ailleurs, comme chef de file du camp républicain, ce qu'il est incontestablement aujourd'hui. Et je crois que le camp républicain a une carte très importante à jouer, je dirais, en faisant de Donald Trump son leader, et sans doute son candidat pour 2024, c'est tel que les choses se présentent aujourd'hui, c'est loin 2024. Bien sûr. En termes d'élection de politique américaine, c'est très loin. Mais pour moi, Donald Trump a élargi la base du camp républicain. Il n'a pas du tout dénaturé le message républicain, bien au contraire, et c'est sur cette base que les républicains doivent agir s'ils veulent récupérer le contrôle, pas seulement de la Maison-Blanche, mais également de la Chambre des représentants, du Sénat, parce que l'appareil législatif est extrêmement important, et on voit ce que les démocrates peuvent faire aujourd'hui, avec 0 voix de majorité au Sénat et 5 sièges de majorité à la Chambre. Et ça leur permet d'imposer un programme qui est radical, en dépit du fait que on a une Amérique qui est pratiquement à 50-50 entre les deux camps. Et si Donald Trump est toujours privé de ses outils numériques préférés que sont Facebook et Twitter, force est de constater qu'il mobilise toujours les foules et il compte bien surfer sur cette dynamique. Mercredi, il se rendra au Texas, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec le gouverneur de l'État, Greg Abbott, un État qui a décidé de construire un mur pour limiter l'immigration clandestine. Le 3 juillet, Donald Trump organisera un autre grand meeting à Sarasota, en Floride. Pas de doute, il est bel et bien de retour, à moins qu'il ne soit jamais vraiment parti. Et on passe à présent à l'actualité en bref, c'est avec Agathe Coste. Qui sera l'heureux élu des Républicains ? Christian Jacob, l'actuel président des Républicains, a annoncé lundi un calendrier en vue des élections présidentielles. Depuis le succès relatif des candidats de droite au régional, les cadres du parti souhaitent profiter de la dynamique pour désigner un candidat début novembre.
Un choix cornélien alors que Xavier Bertrand s'est déjà déclaré candidat et que Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ont des tentations présidentielles. Pour Christian Jacob, tous les prétendants à la présidence doivent avoir conscience que pour gagner, il faut rassembler. Elle est passée par ici, elle repassera par là. Emmanuel Macron voudrait remettre sur la table la réforme des retraites. Après l'échec des élections départementales et régionales, l'entourage du chef de l'État souhaite qu'il reprenne les réformes. La majorité souhaiterait que l'âge de départ à la retraite soit retardé à 64 ans. Ils veulent également que cela se fasse vite avec une inscription dans le budget de la sécurité sociale dès 2022 et un vote en octobre 2021. Une volonté à 1 an de la présidentielle qui pourrait coûter cher à Emmanuel Macron. La question de la réforme des retraites est un dossier particulièrement brûlant et il pourrait donc remettre le feu aux poudres en ravivant une partie de la colère des Gilets jaunes, d'une grande partie de l'échiquier politique ainsi que des syndicats. Le projet de loi bioéthique définitivement adopté par l'Assemblée nationale. Ce mardi, le texte ouvrant la procréation médicalement assistée à toutes les femmes est passé comme une lettre à la poste devant les députés. Après 2 ans de débats entrecoupés de nombreuses manifestations, l'Assemblée nationale met un terme au débat. Jusqu'ici réservée aux couples hétérosexuels, la PMA pourra désormais être utilisée par les couples de femmes et les femmes célibataires. Le critère médical d'infertilité est, quant à lui, supprimé et la démarche sera entièrement prise en charge par la sécurité sociale. La filiation ne s'effectuera pas par adoption pour le conjoint qui ne porte pas l'enfant, mais par une simple déclaration anticipée chez le notaire. Ce texte autorise aussi l'autoconservation des gamètes sans justification médicale. Un procédé pris en charge uniquement par des centres publics ou privés à but non lucratif pour éviter tout risque de dérive marchande, une disposition qui devrait rapidement être dépassée par les événements. Zemmour lâché par Albin Michel. Alors que le journaliste écrivain doit publier un ouvrage en septembre prochain, sa maison d'édition historique Albin Michel annonce qu'elle ne publiera plus le célèbre polémiste. Éric Zemmour se dit perturbé par cette nouvelle qui vient mettre un terme à 10 années de collaboration. Une collaboration particulièrement fructueuse puisqu'Éric Zemmour a publié chez Albin Michel 5 ouvrages, dont Le Suicide français paru en octobre 2014 et vendu à plus de 500 000 exemplaires. Un poids lourd pour la maison d'édition qui a dû faire face à des pressions appuyées pour prendre cette décision. La raison évoquée par Albin Michel est politique. En effet, la maison d'édition ne souhaiterait pas entrer dans l'arène de la présidentielle. Il faut dire qu'à moins d'1 an des élections, les signaux autour d'une candidature d'Éric Zemmour sont de plus en plus clairs. La campagne d'affichage organisée en fin de semaine dernière est d'ailleurs perçue comme un indice supplémentaire. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, officiellement candidat à la primaire Europe Écologie Les Verts en vue de la présidentielle 2022. Depuis sa réélection à la tête de Grenoble, le candidat ne cache pas ses ambitions nationales. En effet, l'ancien ingénieur a lancé au début de l'année une plateforme de soutien nommée Une certaine idée de demain et ambitionne de ravir la place à Yannick Jadot, le patron du mouvement. Éric Piolle est également à l'origine d'un ouvrage publié cette semaine, De l'espoir pour une république écologique. Un livre publié par les éditions Les Liens qui libèrent, une idée pour Éric Zemmour peut-être. L'artiste Jean Fabre accusé de harcèlement sexuel. La justice belge a annoncé lundi que l'artiste était renvoyé devant le tribunal d'Anvers pour harcèlement sexuel au travail et attentat à la pudeur. Cette nouvelle fait suite à une lettre ouverte parue en 2018, signée par une vingtaine de danseuses et danseurs de la compagnie de Jean Fabre, dénonçant des humiliations et du chantage à caractère sexuel. Le metteur en scène est connu pour sa provocation avec des scènes évoquant le sang et l'urine. Il avait également organisé une sorte de concours de masturbation. Des performances sur lesquelles une grande partie de la gauche culturelle s'était émerveillée. Une première audience procédurale est prévue le 21 septembre 2021. Elle visera à fixer un calendrier pour le procès et n'impliquera pas forcément une comparution de l'artiste. Après Disney, la culture woke s'attaque à la civilisation gréco-latine. À l'université américaine de Princeton, le latin et le grec ne seront plus obligatoires dans les cursus de lettres classiques. La raison, l'Antiquité est une période raciste et esclavagiste et colonialiste. Une nouvelle démonstration des dérives des militants racialistes qui pullulent dans les universités américaines depuis de nombreuses années. Une forme de cancel culture qui gagne également de plus en plus de terrain en France. Le ministre britannique de la Défense sème des documents classifiés.
Un porte-parole a annoncé dimanche 27 juin que des documents sensibles avaient été retrouvés derrière un arrêt de bus dans le sud de l'Angleterre. Il s'agirait d'une 50aine de pages comprenant des courriels et des présentations traitant du récent passage d'un navire de la Royal Navy au large de la Crimée. Selon les informations, les documents pourraient provenir du bureau d'un haut fonctionnaire du ministère de la Défense. James Bond a de quoi se retourner dans sa tombe. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Ce soir, pour le Zoom du jour, Rémi Soulier interroge Baptiste Rapin pour son abécédaire de la déconstruction. On peut prendre un exemple, l'abolition dans le livret de famille de la distinction entre le père et la mère, au nom de deux parents, qui reprend exactement les développements sur le neutre que j'ai pu tenir précédemment. Donc on a là un exemple très concret qui a une incidence anthropologique et civilisationnelle incroyable. C'est une révolution. C'est une révolution anthropologique dans la mesure où le droit civil en Occident, depuis les Romains, est garant de la généalogie, et garant donc de la succession des générations. Donc il y a là effectivement un ébranlement anthropologique que l'on doit directement aux idées de la déconstruction. Retrouvez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Land vous parle de Charles Martel, le grand-père de Charlemagne. Charles Martel est très souvent cité et reconnu pour la célèbre bataille de Poitiers qu'il livre face aux musulmans le 25 octobre 732. Et c'est une bataille décisive, bien que certains esprits mal intentionnés essaient de la minimiser. Les dhimmis, ça ose tous, et même à ça qu'on les reconnaît. D'ailleurs, j'ai fait un épisode entier sur cette bataille, donc je vous y renvoie. Et bien, par cette bataille de Poitiers, il stoppe l'invasion, les razzias, et prend le contrôle du sud-ouest du territoire. Mais Charles Martel, ça n'est pas que ça, c'est le but de cette vidéo. C'est certes un chef de guerre emblématique, qui a d'ailleurs combattu sous d'autres fronts, contre les Saxons notamment, mais il fut aussi un grand chef d'État, administrateur de talent qui a structuré l'État franc et unifié les territoires de la Gaule sous son autorité. En tant qu'aïeul glorieux de la dynastie carolingienne, le grand-père de Charlemagne a eu un rôle déterminant, si bien qu'il est considéré aujourd'hui comme la figure fondatrice du Moyen-Âge européen. Retour sur sa lourde histoire. Et puis tout de suite, c'est François Billot de Lochner pour Mes Libertés Politiques. Bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr. Parfums et accessoires solidaires du monde rural. Avez-vous déjà entendu parler de Qwant? Cela fait un moment qu'on en parle, c'est un moteur de recherche français. Mesdames et messieurs, tricolore, cocorico et tout. Le petit Qwant est né en 2013 avec pour objectif affiché de lutter contre le grand méchant Google. Qwant a toutes les qualités. Il est français. Il respecte la vie privée. Il revendique la neutralité dans les propositions de résultats. Bref, tout l'inverse de son auguste et tentaculaire adversaire. Il est tellement parfait qu'il fait partie de la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'information. Ce serait tellement beau et émouvant une réussite pareille dans le domaine de la tech, comme on dit. Sauf que nous connaissons tous la chanson, les choses sont en fait un tout petit peu plus compliquées que cela. Primo, primakbar en arabe. Personne ou presque n'utilise cette plateforme. Mais ça c'est un détail, il faut bien commencer par exister. Secondo, Secondwich en lapon. Cette plateforme est censée être différente de Google, mais son logo ressemble furieusement à celui du géant américain et sa page d'accueil y tout. En matière de différenciation, ça manque un peu d'imagination. Mais le problème de fond n'est pas là. Tertio, tertinique en rap. L'on nous a vanté au plus haut sommet de l'État que Qwant était le fin du fin en termes d'autonomie stratégique. Manuchon en vante partout les mérites.
Mais nous venons d'apprendre que pour se financer, le projet Quant va tout simplement faire appel au gros sous-sous d'un autre géant, chinois cette fois, j'ai nommé Huawei. Voilà ce qui s'appelle de l'indépendance, effectivement. Aller se faire subventionner par les communistes chinois, c'est à peu près aussi tristement comique que les palaces parisiens et l'art de vivre à la française, possédés et alimentés par les pétrodollars du Golfe. La Caisse des dépôts, honorable institution et actionnaire du projet, a évidemment approuvé avec enthousiasme et signé des deux mains et des deux pieds. Quand on sait que non seulement la France, mais aussi la Commission européenne soutiennent Quant, qu'elle voit comme le champion de demain pour défier Google et les États-Unis, et qu'elle confie cette tâche à des capitaux chinois, on n'ira pas s'étonner que la France et l'Europe partent en quenouille, en quenouillen, comme on dit à Pékin. À la Caisse des dépôts, on se refuse à commenter. Heureusement que Google est bien renseigné sur cette sombre affaire et pour déstabiliser Quant, nous informe régulièrement en se pourléchant les babines. Nous verrons la suite de cette opération et je vous en souhaite en tous les cas une très bonne soirée.